Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce jeudi 1er février. Le délégué général pour l'armement entendu dans une vaste affaire d'escroquerie à la direction des constructions navales de Toulon. Des dizaines de personnes ont déjà été mises en examen dans cette affaire. La délinquance financière en augmentation de 20% l'année dernière, ce sont les fraudes aux cartes bancaires et au téléphone portable qui progressent le plus. Un jeudi très perturbé en région Île-de-France en raison de la grève RATP, trafic normal demain, mais la CGT pourrait recommencer jeudi prochain. En Inde, les opérations d'aide aux victimes se poursuivent, on craint des épidémies, le chiffre provisoire des victimes est toujours autour de 25 000 morts, reportage parmi les rescapés qui ne veulent pas quitter même les temples dévastés. En spectacle au Théâtre de la Main d'Or à Paris, Yannick Jolin, le conteur poitevin, sous l'intitulé « J'ai pas fermé l'œil de la nuit ». Et puis comme chaque jeudi dans la deuxième partie de cette édition, un invité politique. Ce soir je recevrai François Bayrou, le président de l'UDF. Et puis nous vous livrerons également les résultats d'un sondage Ipsos sur Paris. C'est une énorme affaire de corruption, d'escroquerie, de prêts illicites de main-d'œuvre qui touche la direction des constructions navales de Toulon. Des dizaines de personnes ont déjà été mises en examen depuis fin 1996, dont certains hauts gradés de l'armée. Aujourd'hui, la juge chargée du dossier avait convoqué le délégué général pour l'armement. Commentaire Florence Boukia avec Yannick Caroussier à Toulon. Une voiture de la gendarmerie maritime qui s'engouffre dans le palais de justice de Marseille. Des gardes du corps un peu nerveux, c'est leur patron que le juge d'instruction a convoqué. Jean-Yves Elmer, délégué général pour l'armement, est entendu comme témoin assisté dans le cadre d'une importante affaire de malversation à la direction des constructions navales, la DCN. Une affaire dans laquelle, en 4 ans, 80 personnes ont déjà été mises en examen ou écrouées pour escroquerie, prêt illicite de main-d'œuvre et corruption. Une affaire qui a aussi vu 2 enquêteurs un peu trop zélés être brutalement mis à l'écart par leur hiérarchie. Si je parle en tant qu'enquêteur avec les éléments que je connais, c'est pas possible avec le montant de ces marchés qui nécessitaient quand même un budget important. C'est pas possible qu'au plus haut de la DGA, on ne soit pas au courant. Toujours selon cet enquêteur, les sommes détournées avoisineraient 1 milliard de francs. Cet après-midi, le numéro 1 de la délégation générale pour l'armement est ressorti très rapidement du palais de justice, sans être mis en examen et apparemment sans avoir parlé. La mort d'un immigrant clandestin la nuit dernière au terminal du tunnel sous la Manche à Coquelles, près de Calais, relance les inquiétudes des services de sécurité qui ne parviennent pas à dissuader des milliers d'immigrés de tenter le passage vers l'Angleterre. Reportage Anne Mourgue et Patrick Verstone. L'homme était un immigré clandestin d'origine irakienne, prêt à tout pour se rendre en Angleterre. Cette nuit, ici, à l'entrée du tunnel sous la Manche, il a voulu tenter sa chance. On l'a retrouvé mort sur la voie. Au moment où le convoi s'ébranlait du quai, il a dû essayer de se glisser à bord de la navette et la navette ayant pris de la vitesse et personne n'ayant vu l'incident a été en fait déséquilibré dans son approche et est passé sous les voies. Ici, l'accident n'étonne personne. Rien qu'en janvier, 1700 clandestins ont été attrapés sur le site d'Eurotunnel. La société multiplie pourtant les mesures de sécurité. Des kilomètres de barbelés, les mêmes utilisés pour protéger les installations militaires de l'OTAN. Les patrouilles de police ont été renforcées, les camions contrôlés, sans succès. Cet appareil détecte le gaz carbonique dégagé par la respiration humaine. Ce matin encore, dans un poids lourd, on a trouvé 24 clandestins. Ils sont passés par le dessus. Ils ont coupé la bâche de la remorque. Non. Et ils sont rentrés, toutes les personnes sont rentrées par l'extérieur. Le câble de tir était intact et les scellés aussi. Le problème n'est pas nouveau. La Croix-Rouge a même établi un centre pour accueillir ces réfugiés. Ils sont en permanence 1 millier, tous décidés à aller jusqu'au bout du voyage. Combien avez-vous payé pour venir ici? Environ 5 000 $. C'est cher. Oui, c'est cher, mais je n'ai pas le choix. Je veux aller n'importe où en Europe. À quelques pas de là, l'Angleterre leur accordera de l'argent, un permis de travail. Cette nuit, c'est sûr, de nombreux clandestins vont encore tenter leur chance.
Dans les chiffres de la délinquance qui seront officiellement annoncés demain, nous pouvons dès ce soir vous donner 2 éléments précis. Plus de 20% d'augmentation de la délinquance financière, plus de 50% des escroqueries à la carte bancaire et au téléphone portable. Le plus inquiétant, c'est que ces escroqueries paraissent très simples, comme le montre l'enquête d'Audrey Goutard avec Pascal Doucet-Bon et Olivier Robert. L'escroquerie est à la portée de tous. Il suffit d'un numéro de carte bancaire, pas le vôtre bien sûr, et d'un portable vendu sans abonnement. L'arnaque est tellement simple qu'elle se multiplie dans les cours de récréation, un jeu d'enfant. N'importe quel numéro de carte bancaire crédite une ligne sans abonnement et ces numéros traînent partout. On les vole sur les facturettes, on les achète sur Internet. Chez certains opérateurs téléphoniques, on peut même se faire ouvrir une ligne sans aucun contrôle. Démonstration en caméra cachée. Le commerçant ne demande aucun papier d'identité. Il ne jette même pas un coup d'œil sur la fiche de son client. En cas de fraude, il est donc impossible à la police de remonter la piste. L'escroc reste dans l'anonymat le plus absolu. À l'origine, l'absence de contrainte était justement un argument de vente. 11 millions de clients ont été séduits. Mais aujourd'hui, cette liberté coûte cher aux opérateurs. Ils doivent rembourser les victimes. Plus de 100 millions de francs versés, 3 fois plus qu'en 98. Cette escroquerie est peut-être simpliste, mais elle a des répercussions très lourdes. Les opérateurs ont dû réagir. Nous avons pris un certain nombre de mesures simples, de plafonds de rechargement, de limitation d'utilisation de cartes différentes, qui a permis de diviser par 3 ce niveau de fraude vers la fin de l'année 2000. Les industriels l'assurent, ils maîtrisent le phénomène. Pourtant, les chiffres de la police disent le contraire. En moins d'1 an, les plaintes ont été multipliées par 10 à Paris. Les fraudeurs prolifèrent, les consommateurs trinquent. Nous avons actuellement sur Paris 15 plaintes par jour, sachant que sur le plan parisien global, les plaintes sont de l'ordre de 2000 par semaine à peu près. Après les consommateurs en colère, le gouvernement demande aussi des comptes aux opérateurs. Car cette escroquerie à la petite semaine fait exploser les chiffres de la délinquance. L'appel à la grève lancé par plusieurs syndicats de la RATP semble avoir été très suivi aujourd'hui en région parisienne. Cette grève porte sur les salaires, les effectifs notamment. Déjà, la CGT envisage un nouveau préavis de grève pour jeudi prochain si aucun dialogue n'est entamé avec la direction. Reportage Éléonore Gay, Christophe Nédart et Philippe Jasselin. Rames bondées et voyageurs entassés. Ce soir encore, les conditions de transport restaient particulièrement inconfortables sur le réseau RATP. À certains moments on comprend, mais à d'autres moments c'est agaçant et fatigant. Ils ont leur raison, moi, bon, ça m'étonne un peu toujours qu'on fasse ça, parce que je trouve qu'on nous en fait subir pas mal, quoi. Dès ce matin, beaucoup de stations étaient fermées. Toute la journée, le trafic est resté quasiment nul sur la plupart des lignes de métro. Conséquence, dans les rues de Paris, les usagers ont marché, roulé et beaucoup téléphoné. Les raisons de cette paralysie, les syndicats CGT et autonomes réclament des hausses de salaire et un accroissement des effectifs. Aujourd'hui, on demande aux agents de venir travailler les jours de repos, on demande aux agents de faire des services supplémentaires après leur journée de travail parce qu'on n'a pas assez d'effectifs. Et tous les jours, on a des centaines de bus ou du métro qui restent sur le tas parce qu'il n'y a pas de conducteur, il n'y a pas de machiniste. Et ça, c'est intolérable. Une vaste mobilisation entendue par la direction de la RATP qui reste prête à négocier avec ses agents. Je crois qu'il ne faut pas nier les difficultés qu'ils peuvent eux-mêmes rencontrer, mais c'est vrai que l'impact sur les voyageurs est tel qu'on peut s'interroger sur ne fallait-il pas laisser aller les négociations jusqu'au bout avant au moins de provoquer un arrêt de travail. Conséquence directe de la grève, des bouchons records en région parisienne, 260 km ce matin et encore 50 km de ralentissement ce soir. Les salariés du groupe Danone et plus précisément de la filiale LU France ont organisé des débrayages aujourd'hui contre le projet de restructuration de la branche biscuits du groupe. Débrayage à l'usine près de Nantes, à Calais, à Besançon ou encore à Ris-Orangis dans l'Essonne. Fort taux de participation aux élections aux chambres d'agriculture hier, plus de 60% de votants. On note un recul en voix de la FNSEA et une progression de la Confédération paysanne, mais compte tenu du mode de scrutin, le syndicat de Luc Guyot reste très largement majoritaire. Reportage Éric Mézy et Séverine Lebrun. S'il fallait trouver un vainqueur à cette élection, on serait tenté de désigner José Bové. Son syndicat est le seul à avoir progressé, nettement,
passant de 21 à 27,5% des voix. Véritablement, il y a une prise de conscience dans les campagnes qu'il faut changer de modèle et qu'il faut à partir de là mettre en place une véritable réforme de la politique agricole pour maintenir des paysans nombreux et pour aussi satisfaire les consommateurs. Pour autant, la Confédération paysanne ne gagne pas de chambre départementale supplémentaire. Le mode de scrutin ne le permet pas. Elle perd même un département important, le Finistère. On assiste donc à un rééquilibrage des forces. La FNSEA et le CNJA descendent à 53,7% des voix. Mais il reste le syndicat majoritaire, malgré la progression de la Confédération. Luc Guyot sauve donc l'essentiel. Une grande victoire malgré les agressions que nous avons vécues, malgré les difficultés que nous connaissions pour les agriculteurs. Il nous a fait confiance et c'est une responsabilité que nous mesurons à sa juste valeur. Le ministre de l'Agriculture, Jean Glavany, ne semblait pas mécontent. Le pluralisme syndical, a-t-il dit, c'est un plus pour la démocratie. Un mauvais sort est fait à un élève de 4e au collège Jules Ferry de Mantes-la-Jolie. Il n'a plus le droit d'assister aux cours. Son père est en effet accusé d'avoir triché lors des formalités d'inscription. Et donc le directeur a décidé de punir le fils. Ce soir, Jacques Lang s'en est mêlé, demandant qu'on réintègre l'enfant. Récit Nabila Tabouri, Clara Monteil et Didier Rancoeur. Au piquet, tous les jours de 8h30 à 17h, Sofiane reste seule face à un mur. Non, non, madame, vous pouvez lâcher la porte. Depuis 3 semaines, cet élève de 4e n'a plus le droit d'aller en cours. Décision sans appel de la principale du collège où Sofiane est scolarisée depuis septembre. Et là-bas, c'est Sofiane, donc. Bonjour, monsieur. Bonjour, je suis le père de Sofiane. D'accord. Ah, d'accord. Oui. Est-ce que c'est le petit Sofiane là-bas? Oui, c'est le petit, oui. C'est lui? Oui. Bah, pourquoi madame me dit que c'est pas lui? Si, c'est lui. C'est lui, le petit. Sofiane habite au Val-Fouré. Normalement, il aurait dû aller dans le collège de son secteur. Comme beaucoup de parents d'élèves, son père a préféré ruser. Au lieu de demander une dérogation, il a donné l'adresse d'un oncle qui habite près du collège Jules Ferry, un établissement qui a meilleure réputation. On m'aurait dit dès le début de l'année que l'enfant ne doit pas être ici, il n'y aurait pas eu de problème, je l'aurais retiré. Mais c'est pas au bout d'un trimestre que, qu'on me dit l'enfant il faut le retirer de là, tous les jours il est persécuté en classe, jusqu'aux vacances scolaires, et après le 8 janvier il est dans un couloir, je suis désolé. Que le père soit de bonne foi ou pas, c'est le jeune Sofiane qui dans cette affaire est pénalisé. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? C'est pas honnête. Moi, j'ai rien à voir dans l'histoire. Pourquoi on me priverait d'aller en cours? Pour l'inspection académique, le père de Sofiane aurait dû retirer son fils de l'établissement dès la rentrée de janvier. Il est resté 3 semaines sur sa chaise. Oui, de la responsabilité de son père et non pas de la mienne. Il avait la possibilité d'être scolarisé dans le collège de son secteur qui est Chénier ou dans d'autres. Le père a préféré entamer cette épreuve. Le père de Sofiane a déposé un recours devant le tribunal administratif. Mais ce soir, le ministre Jacques Lang en personne est intervenu pour que Sofiane retrouve dès demain sa place dans sa classe. Pour réclamer plus de moyens au ministère de l'Intérieur, des centaines de policiers ont manifesté cet après-midi dans les rues de Montpellier. Ce rassemblement fait suite aux dramatiques événements du mois dernier dans le Languedoc-Roussillon, au cours desquels 5 représentants des forces de l'ordre ont trouvé la mort. Publication de 2 études dans des revues médicales américaines exonérant le vaccin de l'hépatite B quant au risque de sclérose en plaques. Les études ont été menées en Europe et au Canada, ainsi que sur plus de 230 000 infirmières américaines. Explication Jean-Daniel Flezaki avec Benoît Thévenet et Frédéric Delarue. C'est à partir d'un groupe de 240 000 infirmières américaines que les épidémiologistes de Boston ont mené leur étude. Ils ont comparé 192 infirmières souffrant de sclérose en plaques et qui avaient été vaccinées contre l'hépatite B à 645 autres infirmières indemnes de cette affection, mais elles aussi vaccinées contre le même virus. Au terme d'une analyse statistique particulièrement minutieuse, les chercheurs publient leurs résultats dans la principale revue médicale, le New England Journal of Medicine. Ils concluent que ces résultats ne montrent aucune association entre le vaccin contre l'hépatite B et le développement d'une sclérose en plaques. Pour les spécialistes des maladies du foie, cette étude devrait avoir des implications en santé publique. Il y aura toujours, ne serait-ce que pour le sensationnalisme de l'information, des tendances anti-vaccins, qu'on ne peut pas contrôler car elles sont plus de l'ordre de l'émotion que de l'ordre de la raison. C'est, je pense, en tous les cas pour les politiques, la démonstration que dans les situations où la vaccination est nécessaire, on peut la réaliser avec plus de soulagement probablement qu'on pouvait en avoir ces 2 dernières années.
La vaccination contre l'hépatite B reste donc toujours recommandée dans le calendrier vaccinal de l'enfant et chez les adultes quand leur métier ou leur mode de vie les expose à un virus responsable d'atteintes graves comme les cirrhoses ou plus rarement les cancers du foie. En Inde, les autorités affirment que malgré l'ampleur des ravages du séisme, malgré un bilan de 25 000 morts au moins, les opérations de secours et les aides sanitaires sont bien en place. On craint cependant des risques de maladies pour les survivants. Dans la ville de Bhuj, épicentre du séisme, les survivants semblent parfois garder des ruines, comme le rapportent maintenant nos envoyés spéciaux Joël Bruyandet et Pascal Caron. Tout le monde lui dit de partir, mais Dolarai répond qu'il ne peut pas, car il est le gardien du temple. Mais son temple n'est plus qu'un champ de pierre. Seule la pointe qui surplombe l'autel a survécu. Au milieu des gravats, la statue d'un gardien est là aussi, debout malgré le séisme. Parfois, une visite vient rompre sa solitude. 3 sages d'une congrégation hindoue proche de la sienne viennent lui rendre visite. Lui, simple gardien, plein de respect pour ses dignitaires, entame une prière. Avant finalement de tourner sa propre religion en dérision. Depuis le séisme, cet homme de 72 ans perd un peu la tête. Seul, avec les icônes de Ganesh et Shankar, la foi est son dernier rempart contre le chaos. En fin d'après-midi, quelques sauveteurs bénévoles viennent eux aussi adorer la déesse Ambaji, protégée par les grilles du temple. Certains pensent que ce tremblement de terre est dû à tous nos péchés et que Dieu est à l'origine de toutes les catastrophes, comme les cyclones. Mais vous n'y croyez pas? Non, nous savons quelle est l'explication scientifique. Devant ses visiteurs, Dolarai dit qu'il est heureux malgré tout. Il dit que ce temple, c'est sa vie. Il est né ici et il veut mourir ici. Ce n'est que lorsqu'il est seul que Dolarai se livre un peu. Je n'ai pas d'autre endroit où aller. Si je n'ai que le désert pour vivre, alors je dois vivre dans le désert. Mais alors je suis le roi de ce que je vois. Le désert de cet homme, c'est un temple en ruine, au cœur d'un quartier déserté. En Israël, le Premier ministre Ehud Barak aurait renoncé à rencontrer Yasser Arafat avant les élections de mardi. Ehud Barak est toujours très loin derrière Ariel Sharon dans tous les sondages. Ce dernier recueille le soutien des religieux, mais aussi du parti russe. Cette communauté venue de l'ex-Union soviétique est forte maintenant de plus d'1 million de personnes. Reportage Alain Chalvron avec Alain Grégo. Chez les Momladze, c'est la télévision russe qui reste branchée toute la journée. Comme toute la communauté russe d'Israël, 1 million de personnes venues ces 10 dernières années, le lien avec la patrie d'origine est difficile à couper. Les Momladze, une mère et ses 3 enfants habitent Ashkelon, au sud d'Israël, un quartier HLM où il n'y a pratiquement que des Russes. S'ils sortent ce soir, c'est que le quartier a un visiteur de marque. On va à une rencontre avec Ariel Sharon. On est pour lui, mais on veut écouter ses propositions. Le candidat de la droite fait recette. La salle est pleine et il faudra parlementer pour entrer. Ariel Sharon monte justement à la tribune. Né en Israël, mais d'origine russe, il connaît la langue de Tolstoï. Il préférera néanmoins s'exprimer en hébreu. Télévision oblige, quitte à corriger l'interprète à plusieurs reprises. Je m'adresse à vous de soldat à soldat, dit-il. Les vétérans de l'armée rouge, qui constituent le gros du public, jubilent. Le discours de fermeté de Sharon convient parfaitement à ces anciens d'un empire soviétique sans état d'âme. Il faut d'abord qu'il y ait la paix entre les Juifs. Après, on fera la paix avec les Palestiniens. Israël peut imploser de l'intérieur. Et Sharon apporte la paix de l'intérieur. La dernière fois, l'électorat russe avait choisi plutôt le général Barak face au civil Netanyahou. Cette fois-ci, il pourrait bien choisir le plus militaire des 2 généraux.
Et lundi prochain, dans cette même édition de 20h, avec toutes les équipes de la rédaction de France 2 sur place, et notre correspondant Charles Anderlin, à la veille des élections israéliennes, je vous proposerai un carnet de route parmi la société israélienne. La deuxième guerre de Tchétchénie est en cours. Malgré les démentis de Moscou, plus de 5000 combattants rebelles indépendantistes affrontent toujours les militaires russes. C'est donc bien loin d'être fini à Grozny, dans cette ville en grande partie détruite. Pour la première fois, une équipe de télévision a été autorisée à se rendre sur place. Dominique Derda avec Franck Brisset viennent de nous envoyer leur reportage. La route, comme chaque matin, vient tout juste d'être déminée. Mais ils savent par expérience, ces hommes du ministère russe de l'Intérieur, que dans Grozny dévasté, au détour de chaque ruine, à la fenêtre de n'importe quel immeuble, un commando tchétchène est peut-être là à les attendre, armé de fusils d'assaut, de lance-roquettes anti-chars. Pas une semaine sans qu'un convoi comme celui-ci ne tombe dans une embuscade. Alors ils sont sur le qui-vive, même lorsqu'ils s'approchent de ces maigres étals, où viennent se ravitailler ceux qui ont survécu au combat et au pilonnage. Quand ils ont donné l'assaut, je suis parti. Mais sinon, j'ai toujours vécu ici. L'assaut, c'était il y a 1 an. La seule chose qu'on ait, c'est le gaz. Pas d'électricité, pas d'eau. L'eau, on est obligé de l'acheter. Tout ce que j'ai sur moi, la veste, les bottes, ça vient de l'aide humanitaire. La chapka, je l'ai empruntée à quelqu'un. C'est comme ça qu'on vit. Officiellement, il n'y a pas de guerre en Tchétchénie, mais une opération antiterroriste. Par haut-parleur, les rares passants de l'avenue Lénine apprennent que c'est le FSB, l'ancien KGB, qui est désormais chargé de liquider les dernières poches de résistance. L'armée, dit le communiqué, maintiendra cependant et de façon permanente un contingent substantiel sur le territoire tchétchène. Au centre de la capitale, le quartier général de la milice a des allures de camp retranché. Une forteresse où jamais l'on ne quitte ni la Kalachnikov ni le gilet pare-balles. C'est ici que sont détenus les hommes pris dans les rafles. Ceux que l'on exhibe aux caméras seraient 2 trafiquants de drogue et un autre accusé de détention d'armes. Ils vont être transférés dans ce que l'on appelle un camp de filtration. Pourquoi ils arrêtent nos hommes? Ils n'ont rien fait. Ils n'osent même plus sortir de la maison. Leurs papiers sont en règle, alors pourquoi ils les arrêtent? Même chez nous, on est terrorisés. La peur et la haine hantent les rues de Grozny. Elles se lisent dans les gestes, autant que sur les visages. Je me demande bien ce qu'on est venu foutre ici. Cette guerre, c'est une connerie, la même chose qu'en Afghanistan. L'Afghanistan, ça n'a servi à rien, et ici, c'est exactement pareil. Au Kremlin, à Moscou, on affirme pourtant que peu à peu la situation se normalise. Si la journée, les forces russes contrôlent plus ou moins la capitale et encore uniquement les axes principaux du centre, le soir venu, elles se hâtent de regagner leurs casernes. Les habitants, eux, se terrent dans les caves qui leur servent d'abri, car Grozny, la nuit, n'appartient plus à personne. À Belgrade, Slobodan Milosevic a été mis sous surveillance policière 24 heures sur 24. C'est le ministre de l'Intérieur serbe qui vient de l'annoncer, précisant que Milosevic vivait dans la résidence présidentielle, encore à Dedinje, qui est un quartier résidentiel de Belgrade. Du sport, du handball, de plus en plus serré, difficile pour l'équipe de France dans ces championnats du monde. En quart de finale à Albertville, la France a battu l'Allemagne 26-23 après prolongation. Commentaire Julien Riche. De ce France-Allemagne, on attendait une confrontation tendue, quelque chose de robuste et de rugueux, et on ne se trompait pas. D'entrée de match, la défense des Bleus fait des merveilles. Les Français prennent le dessus, à la mi-temps, ils mènent 11-8. Motivés et revanchards, les Allemands vont remonter leur écart et dépasser les Français. À 15 secondes de la fin, les Bleus sont menés d'1 but. À 15 secondes de la fin, Jackson Richardson prend les choses en main. 22 partout, on doit jouer les prolongations. Soutenus par 5700 spectateurs, les Français s'imposent finalement 26-23. C'est extraordinaire ce qui nous arrive, regardez. Et celui-ci, je peux vous dire qu'il va nous donner un moral de fer. Je ne vous dis pas qu'on va tout gagner derrière, mais en tout cas, celui-ci, dans 15 ou 20 ans, je me rappellerai encore parce que c'était un match extraordinaire, fabuleux. Désormais, les Bleus vont rejoindre Paris pour y disputer les demi-finales des championnats du monde. Ils y rencontreront le vainqueur du match Russie-Égypte. Le handball français se rapproche de l'exploit.
Et cette demi-finale, ce sera samedi à 17 h en direct sur France Télévisions. La composition maintenant de l'équipe du 15 de France qui affrontera dimanche l'Écosse pour le premier match du tournoi des 6 nations. Ce sera au Stade de France en direct sur France 2 dès 15 h. Le castré Raphaël Ibanez effectue son retour en équipe de France remplaçant le talonneur Fabrice Landreau. Vous avez vu les avants et les arrières. Et c'est tout un double symbole, le retour d'Ibanez qui marque la continuité, puis la blessure de Landreau qui illustre les faiblesses, les fatigues actuelles du 15 de France. Commentaire Julien Beaumont et Frédéric Delarue. Raphaël Ibanez au lancer de touche, un retour en grâce pour ce talonneur longtemps écarté de l'équipe de France. Une titularisation de dernière minute. Dimanche contre l'Écosse, il remplacera Fabrice Landreau, blessé. Le 15 tricolore et Raphaël Ibanez, une longue histoire. C'était en 99 contre l'Écosse, Ibanez est capitaine pour la dernière fois. Bernard Laporte est nommé entraîneur et décide de se passer de lui. Aujourd'hui, Ibanez est de retour et cherche à se fondre dans le groupe. La plupart des avants jouent ensemble dans le même club, le Stade français, et ils ont une certaine cohésion, il y a des automatismes entre eux. Donc moi, si je veux vraiment être avec eux dans la même configuration, mais pour ça, il faut vraiment qu'on arrive à communiquer et qu'on arrive à parler entre nous, et c'est pas un problème, au contraire. Un groupe fatigué, c'est en tout cas ce qui ressort des prises de sang effectuées le 22 janvier dernier. Certains rugbymen comme Christophe Moni, Serge Betsen ou encore Christophe Juillet ne sont pas à 100% de leur capacité. C'est bien de savoir où en sont les joueurs parce que dans la manière de coacher, notamment au niveau des avants, ça nous donne certains indices, certains éléments. Mais encore une fois, l'équipe de France, même si on est fatigué, on doit se sublimer. Et donc on ne va pas se servir de ces excuses-là, on va essayer de travailler et de bien entamer ce tournoi destination. Demain et après-demain, les séances d'entraînement seront allégées. Un peu de repos pour des joueurs surmenés, c'est toujours ça de prix. Le conteur poitevin Yannick Jolin n'a pas fermé l'œil de la nuit, c'est du moins le titre de son spectacle qu'il propose jusqu'au 10 mars au Théâtre de la Main d'Or à Paris. Il raconte des histoires de personnages disparus car il aime écouter ce que les morts lui disent pour mieux nous les restituer. Récit Béatrice Blondeau, Frédéric Basile et Bernard Puissesseau. À 42 ans, Yannick Jolin a gardé une curieuse manie, il hante les cimetières. Qu'il soit au Père-Lachaise ou chez lui dans les Deux-Sèvres, il peut passer des heures à écouter les morts. Vous vous rendez compte la masse de vie qu'il y a là-dedans, la somme, la bibliothèque, la mémoire, que c'est extraordinaire ça. Alors moi je les entends forcément, parce que moi je m'invite au cimetière, donc je les entends causer, raconter leur curriculum mortis. Et c'est ça qui m'intéresse moi. À ma cousine, à ma voisine, à ma belle-mère adorée. Oui. Yannick Jolin ne se contente pas d'écouter les disparus, il les ressuscite. Nous voici donc dans un petit village au pays de Gâtine, dans le Poitou. Le cimetière est imaginaire, mais les personnages, eux, ont réellement existé. Ils s'appellent Roger ou Gisèle. Pour Yannick Jolin, évoquer leur disparition, c'est aussi lever un tabou. Au début, quand j'ai dit que j'allais raconter des choses sur la mort, j'ai reçu des lettres anonymes me disant « Monsieur Jolin, si vous voulez parler de la mort, vous avez qu'à rester chez vous. » C'était vraiment... je sentais bien qu'on peut toucher quelque chose de vraiment difficile. Le chat, il voulait l'écraser avec son 4x4, Roger. Le chat, il descend dans le fossé. Qu'est-ce qu'il fait, Roger? Il le suit. Au bout du fossé, il y avait un chêne. Il rate le chat, il prend le chêne. On perd Roger. Au Texas, un condamné à mort qui devrait être exécuté le mercredi. S'il a la mauvaise idée de se suicider le mardi, les équipes médicales en place sont chargées de le réanimer pour mieux le finir le lendemain. C'est pas des médailles, c'est des trous de balles. Un one-man show d'1h30 où s'entremêlent les histoires les plus noires, mais aussi les plus drôles. Yannick Jolin a fait de la mort un spectacle vivant. Voilà le chapitre politique à présent dans cette édition. Élection municipale, un nouveau sondage concernant Paris paraît confirmer le rejet de la droite, au point que notre confrère Le Point, associé à France 2, dans ce sondage Ipsos vis-à-vis Europe 1, titre « Droite, la descente aux enfers ». Détail avec Alexandre Cara. De sondage en sondage, la tendance se confirme à Paris. Au premier tour, sur l'ensemble de la capitale, Bertrand Delanoë, candidat de la gauche, obtient 32%, 3% de mieux que la liste de Philippe Séguin.
alors que Jean Tibéri occupe la 3e place avec 15% des intentions de vote, devant les Verts, crédités de 13%. Les autres listes se partagent les 11% restants. Une tendance encore plus flagrante dans le 18e arrondissement. Au soir du premier tour, le ticket de Corte-Seguin n'obtiendrait que 25% des voix, loin derrière le tandem Vaillant-Delanoë qui s'arroge 38% des voix. Au second tour, ce serait même un véritable raz-de-marée pour la gauche, avec 59% des suffrages. À moins de 6 semaines du premier tour, la droite parisienne est toujours à la recherche d'un nouvel élan. Vous l'avez constaté, l'un des arrondissements symboles de la bataille parisienne est le 18e, où l'on retrouve donc Bertrand Delanoë, Daniel Vaillant d'un côté et Philippe Séguin de l'autre. Reportage avec quelques explications sur cette élection particulière de Paris avec Joseph Wittenberg et Laurent Hakim. Ce pourrait être pour la droite le plus sévère des rappels à l'ordre. Voilà 24 ans qu'il y a un maire à Paris et que ce maire est l'un des siens. 24 ans que cette assemblée, le Conseil de Paris, a la même majorité. 24 ans qu'à Paris, la gauche est dans l'opposition. Voici la traduction géographique de cette domination. 14 arrondissements sur 20 détenus par la droite. Et voilà maintenant ce que prédisent les différents instituts de sondage. Un changement de majorité inimaginable il y a encore quelques semaines. Dans le 18e arrondissement où tous les acteurs ou presque sont réunis, Bertrand Delanoë et Daniel Vaillant ont déjà bien rodé leur duo. On a l'habitude avec Bertrand. L'un endosse peu à peu son costume de favori, l'autre joue la décontraction très étudiée. Ne parlez surtout pas de politique et de campagne électorale au maire du 18e. Je considère que depuis 6 ans, je suis en campagne en faisant mon travail. Et donc je ne veux pas tenir des propos de connotation électorale dans la mairie de l'arrondissement. Voilà. Et donc vous me voyez un homme serein néanmoins. Est-il quant à lui serein? Philippe Séguin se départit rarement, en tout cas d'un sourire un peu énigmatique dans cette campagne. Et il veut croire qu'à 38 jours des municipales, rien n'est encore fait. Philippe Séguin, on le sait, a cédé la première place à une jeune militante, Roxane de Corte, et pas question pour elle non plus de baisser les bras. Le porte-à-porte, c'est ce qui me donne vraiment la pêche dans cette campagne, parce qu'on a un accueil extraordinaire. Et c'est vrai que c'est des petites gouttes dans les rivières, parce qu'il y a tellement d'immeubles à faire en porte-à-porte, mais j'y crois. L'ennui pour la droite parisienne, c'est qu'elle semble d'abord pressée de régler ses comptes. Et il en va du 18e comme des autres arrondissements. Lorsqu'il parle de Philippe Séguin, les candidats restés fidèles à Jean Tibéri ne font pas dans la dentelle. Si le député des Vosges veut que son camp gagne, il faut qu'il quitte Paris. La candidate des Verts, Anne Lestrade, a choisi le porte-bonheur électoral d'un ancien maire de Paris, la pomme. Biologique, c'est-à-dire sans pesticides, sans engrais, sans produits. À l'extrême gauche, Anne Leclerc, au FN Martial Bild, le maigretiste Alain Vauzel sont les autres prétendants à la mairie du 18e. Ce devait être le cœur de la bataille pour Paris lorsqu'elle était indécise, mais la roue semble avoir tourné. François Bayrou, bonsoir. Bonsoir. C'est perdu, Paris, pour la droite? Je crois pas. Je crois que les Français, les Parisiens, entrent à peine dans la campagne électorale. Je crois qu'ils y entrent. C'est un fait nouveau parce que jusqu'à maintenant, tout ça paraissait très loin, affaire d'état-major. Ils y entrent. Ben, c'est maintenant le moment de livrer la bataille. C'est ce que vous appelez serrer les rangs maintenant, oui, serrer les rangs, faire ce qu'on doit faire. Parce que on a tellement l'impression que souvent, il y a des gens qui spéculent sur l'échec à droite pour préparer, y compris des opérations pour après. Je trouve que c'est pas bien. Et je trouve que le moment, bon, j'en sais rien, vous avez qu'à lire les journaux, c'est votre métier de les écrire et de les lire. Vous ne voulez pas les citer, quoi. Non. Mais c'est plutôt dans votre camp qu'on spécule sur cette défaite pour récupérer éventuellement... Oui, mais bon, voilà. C'est les faiblesses humaines. Alors, oublions-les, entrons en campagne, défendons nos thèses et nos candidats, parce que la valeur des candidats, ça compte. Puis on verra bien ensuite. Quand vous dites défendons nos thèses, nos candidats, vous mettez tous les candidats de droite dans le même panier, si je veux dire. Jean Tibéri doit faire partie justement de nos thèses, nos candidats? Bon, c'est cette question éternellement répétée de l'union. Moi, je suis pour le rassemblement de tous ceux qui souhaitent le succès. Mais je ne suis pas pour les fusions dans ces villes parce qu'il y a eu tellement de combats ou de débats, en tout cas d'affrontements sévères, que si on se met tous ensemble au deuxième tour sur les mêmes listes, alors les électeurs vont être fondés à nous dire vous vous fichez de nous. Donc ce que je plaide plutôt, mais c'est aux responsables de voir, ce que je plaide plutôt, c'est la discipline républicaine. C'est le retrait réciproque.
La liste arrivée en tête se maintient, la liste arrivée seconde se retire. Ça permet un rassemblement sans le caractère désagréable et un peu magouilleur On a des bien recompositions. vu, François Bayrou, il a fait entendre sa petite musique différente depuis quelque temps, alors que tout le monde parle de fusion de partis, d'un grand parti unique. Vous avez plutôt ironisé même sur ce besoin soudain de fusion. Oui, bon, tout ça est clair comme de l'eau de roche et tout le monde le comprend. Le parti unique s'est fait pour essayer de faire entrer dans la tête des Français, qui d'ailleurs ne l'accepteront pas, qu'ils ne doivent pas avoir le choix au moment de l'élection présidentielle. Qu'on doit leur proposer un candidat ficelé, contraint et forcé. En l'occurrence, Jacques Chirac. En l'occurrence, Jacques Chirac, en tout cas, ils le disent de manière explicite. Bon, c'est une manœuvre, honnêtement, on a vu plus subtile. Et donc, il faut simplement opposer un front serein en disant le rassemblement, oui, au deuxième tour, le respect réciproque. Moi, je suis pour, je m'efforce de jamais utiliser de phrases désagréables. Et cependant, les Français doivent avoir le choix. Parce que si l'alternance, perpétuellement, à droite, c'est on prend les mêmes et on recommence les mêmes équipes, les mêmes visages et les mêmes mots. Si c'est ça, alors les Français seront très sévères. Et donc, si l'on veut le succès, ce qui est ma vision, si l'on veut le succès, si l'on veut que les Français disent il y a là quelque chose de nouveau qui nous intéresse et vers quoi nous pouvons aller, alors il faut offrir le choix. Il faut offrir le choix pour que les Français puissent choisir le changement. C'est très simple. Parlons de vous très clairement, parce que vous vous posez comme un choix, une alternative à Jacques Chirac notamment. Quelle est votre différence avec Jacques Chirac? Sur un nombre important de sujets, la vision n'est pas la même. Je prends l'exemple, puisqu'on en parle ces jours-ci, de l'Europe. Je suis persuadé qu'il faut désormais dire clairement ce qu'on veut pour l'Europe. Et vous le savez, je défends l'idée qu'on doit construire une vraie Europe politique, capable de donner à ceux qui la forment, aux citoyens comme vous et moi, un vrai instrument pour résister à la mondialisation s'il le faut, pour que les trafiquants de drogue et les mafias ne l'emportent pas, ou pour que, dans les problèmes d'environnement, on ait une politique un peu sûre. Vous me pardonnerez, mais j'ai l'impression que Jacques Chirac il tient les mêmes propos que vous là-dessus. Oui, sauf que les choix qui amènent cela ne sont pas les mêmes. Je vais prendre un exemple. Si l'on veut que les citoyens français aient un vrai poids, il faut que les dirigeants européens soient élus. Qui propose que les dirigeants européens soient élus comme les dirigeants français le sont? Vous? Personne, voilà, nous. Et vous voyez que ça fait une différence substantielle. Parce qu'autrement, si les dirigeants ne sont pas élus, ce n'est pas les citoyens qui ont le pouvoir. S'il n'y a pas de dirigeants élus, c'est une technocratie de fonctionnaires. Alors, qui dirigent. vous avez évoqué l'Europe. Prenons d'autres exemples. Exemple récent d'actualité, les retraites. Vous êtes pour les fonds de pension? Vous pensez qu'il faut rompre l'idée d'une retraite à 60 ans? Vous êtes plutôt du côté de la grogne des syndicats? Ou vous pensez que le MEDEF a raison? Je pense que ceux qui ont raison, c'est ceux qui disent ça ne peut pas durer comme ça. C'est ceux qui ont le courage, plus ou moins habilement, ceci est une autre affaire. Mais c'est ceux qui ont le courage de dire nous allons dans le mur. Alors que faut-il faire? Il n'existe pas un pays d'Europe ou du monde qui n'ait pas traité la question des retraites. Et nous, en France, on continue à se cacher les yeux comme ça, en disant surtout, n'en parlons pas, de peur de réveiller je ne sais quel danger dans l'opinion. Alors imaginons François Bayrou, président de la République en 2002, il fait quoi pour les retraites? D'abord, je demande à tout le monde de venir s'asseoir autour de la même table. Les gens de droite, et les gens de gauche, et les gens du centre. Mais on a fait des rapports. Vous-même, vous avez dénoncé les Xème rapports. Là. Pourquoi? Parce que sur le problème des retraites, comme sur le problème de la sécurité dont vos journaux ont parlé, il y a 3 ou 4 très grands sujets en France sur lesquels on sait désormais, en tout cas il me semble,
qu'aucune solution n'est envisageable dans cet affrontement stérile entre la droite et la gauche, et en cohabitation, alors encore pire, c'est de la surenchère et de la course à l'échalote tous les jours. Donc on s'assied autour de la même table et on dit 3 ou 4 choses simples, à mon avis. La première, c'est forcément, on est obligé de poser la question de la variation de l'âge de la retraite, pour le privé et pour le public, parce que les Français n'accepteront pas longtemps qu'il y ait de telles différences. C'est une sorte de retraite à la carte, c'est ça? Oui, qui fasse que ceux qui ont atteint 40 ans puissent s'en aller à la retraite avant. C'est tellement injuste de les maintenir au travail lorsqu'on a commencé à travailler à 13 ou 15 ans. Deuxièmement, forcément, il faut un jour ou l'autre compléter les retraites par des fonds de pension. Et c'est tout de même pas une révolution si grave. Les fonds de pension existent en France, consacrés par tout le monde, faisant de la publicité à la radio, ils existent pour les fonctionnaires. Oui. Et moi qui défends les fonctionnaires et qui trouve qu'on les traite très mal, y compris dans les colonnes vous défendez les fonctionnaires, des journaux, la fonction publique n'est pas trop importante. Le nombre est une affaire, mais ce qu'on dit des fonctionnaires tous les jours dans certaines déclarations n'est pas juste. Voilà, alors il faut le dire. Et en même temps, il faut leur dire que ils ont, eux, des fonds de pension, il n'y a aucune raison que les autres n'en ont pas. Voilà la deuxième chose. Sécurité, par exemple. Sur la sécurité, qu'est-ce que vous faites? Troisième chose que je voudrais dire, parce que personne n'en parle jamais. Je laisse de côté les autres mesures. Mais il y a une troisième chose qu'on ne dit jamais, c'est que le problème des retraites se pose pour une seule et unique raison, c'est que les personnes plus âgées vont être beaucoup plus nombreuses que les plus jeunes. Eh bien, il me semble qu'on devrait faire un immense effort pour que les Français aient de nouveau envie, désir d'avoir des enfants. Parce que la pyramide des âges, on peut aussi essayer de lui reconstituer des générations nouvelles et plus nombreuses, et plus vivantes et plus ardentes que celles qu'on a aujourd'hui. François Bayrou, je pose une question plus générale sur... Sécurité, vous vouliez dire? Oui, sécurité. On n'a pas trop de temps, mais si vous voulez dire un mot sur la sécurité, parce que j'ai vu que dans les propositions de la droite, on dit allocation familiale à point, détention dès 13 ans, sanction pénale dès 10 ans. Vous êtes pour des mesures aussi radicales? On ne dit pas ça comme ça. Ah, c'est dans les propositions de la Convention RPR, DL, UDF. Problème de sécurité. Non, on parle de centre d'accueil pour une éducation avec de nouveau des repères. Mais sécurité, ce n'est pas le problème de l'insécurité qui est en cause. Parce que de l'insécurité, il y en a toujours eu, et il y en aura toujours des comportements des délinquants. C'est le problème de l'État. En France, il y a un État qui est en panne, qui est impuissant et quelquefois lâche. Eh bien, cet État-là, oui, en effet, il faut le réformer. Et je suis pour qu'on ose dire que dans certains comportements, il faut de la fermeté. À Strasbourg, cette année, 1800 voitures brûlées. Et pourtant, il y a plein d'initiatives locales, sociales, d'encadrement, de sécurité. Et le nombre de vols avec violence a augmenté de plus de 40%, je crois. Vous croyez que ça peut aller? Ben, ça ne peut pas aller. Juste une dernière question, François Bayrou. Ça va être facile de faire entendre votre petite voix au milieu de la gauche, de ceux qui soutiennent Jacques Chirac, et de dire il y a une troisième voie. Est-ce que ça sera facile sans vous démarquer systématiquement de la droite et de Jacques Chirac? Ce n'est pas question de se démarquer systématiquement, c'est qu'il y a des millions et millions de Français qui considèrent que si un changement pouvait arriver, ça serait pour eux une bonne nouvelle. Enfin, ils se remettraient à y croire. Et prendre tous ces efforts et tout ce soin pour leur expliquer que le changement sera impossible, que quoi qu'ils veuillent, on leur expliquera qu'ils n'ont le choix qu'entre la continuité avec Lionel Jospin ou la continuité avec Jacques Chirac. Eh bien, je suis persuadé que les Français ne se laisseront pas enfermer dans ce verrouillage-là. Ils vont dire, excusez-nous, messieurs les puissants, mais nous voulons autre chose. Nous voulons de nouveau un mouvement
qui entraînent et qui nous permettent d'y croire. Parce qu'on a besoin d'y croire pour nous, pour nos enfants, pour nos petits frères et pour ceux qu'on aime. Voilà. Merci François Bayrou. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Je vous rappelle l'actualité concernant ce jeudi très perturbé en région d'Île-de-France en raison de la grève RATP. Il y a eu un trafic normal est prévu demain. Il y a encore beaucoup d'embouteillages ce soir. La CGT annonce qu'elle pourrait recommencer un même mouvement jeudi prochain si aucun dialogue n'est entamé avec la direction. La météo dans quelques secondes sera présentée par Sophie Davant, puis le point route avec Valérie Maurice, puis envoyé spécial, présenté par Françoise Joly. À 1h, vous retrouverez Laurence Piquet pour le dernier journal. À 13h, demain, Gérard Rolls. À 20h, Béatrice Schoenberg. Puis je vous donne donc rendez-vous lundi pour une édition en grande partie réalisée en Israël. Bonsoir, merci.